Bienvenue dans un nouvel épisode de l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Grégory Perrin. Et Grégory, bonjour. Bonjour Patrick. On va parler, Grégory, de l'hypnose parce que c'est une de tes activités principales, si ce n'est ton activité principale, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Donc Grégory, déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors écoute, je suis justement praticien en hypnose, en cabinet, en séance individuelle. Je suis aussi formateur en hypnose. Donc voilà, je propose des formations sur plusieurs mois pour apprendre à pratiquer l'hypnose. Et je pratique aussi le chamanisme en soins individuels et en atelier. D'accord. Et où es-tu basé, Alors, Grégory ? je suis à Marzan, dans le Morbihan, enfin juste au début du Morbihan, à côté de La Roche-Bernard. Voilà, dans un cabinet individuel chez moi, entouré de nature, à côté des bois. Bref, un environnement absolument parfait pour mon activité. Oui, c'est un très joli endroit, ce côté Bretagne Sud. Alors, nous, aujourd'hui, on va parler surtout hypnose parce que c'est ton activité, une de tes activités principales, comme je disais. Donc, l'hypnose, en deux mots, comment on en arrive à faire de l'hypnose et comment ça s'est passé, toi, pour te former à l'hypnose ? Alors, en deux mots, alors moi j'ai commencé, bon voilà, comme tu le sais, à pratiquer le magnétisme il y a presque 15 ans maintenant. Et j'accompagnais des gens pour leurs problématiques, douleurs, etc. Donc tout ce qu'on pratique en magnétisme. Et puis il y avait des demandes aussi sur le mental, les problèmes psy, et je ne savais pas y répondre puisque je ne connaissais pas vraiment ce monde-là. Et donc j'ai décidé de me former d'abord à la PNL, D'accord. puis à l'hypnose, puis aux thérapies brèves telles que le MDR, ou voilà, tout ce qui peut accompagner assez rapidement en thérapie brève les gens dans la résolution de leurs problématiques. Donc je me suis formé à différents types d'hypnose un peu partout en France, puisqu'on trouve par chez nous beaucoup, on entend parler d'hypnose ericksonienne, Oui. mais c'est pas la seule, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, j'ai voulu me former à plusieurs types d'hypnose pour savoir travailler avec chaque personne et m'adapter à chaque personne. Donc, c'est un outil supplémentaire que tu utilises par rapport à tes capacités, parce que toi, tu as quand même des soins énergétiques, du magnétisme depuis tout jeune. Pour rappel, je pense que dans ta famille, il y avait déjà des gens qui étaient, ou des gens qui sont encore, parce que je crois que ta maman, Marianne Violo, sur la boule, elle est énergéticienne. Et donc, dans ta famille, il y avait déjà ce côté intérêt sur toute ces thérapies douces. C'est ça, il y a toujours eu, voilà, j'ai toujours entendu parler des guérisseurs, de ma grand-mère qui faisait ça, enfin mon arrière-grand-mère pour être exact, mon arrière-grand-père aussi, enfin voilà, donc j'ai toujours entendu parler de ça, et je me suis toujours aussi intéressé à l'humain, parce que je pouvais en ressentir, et par mon besoin de le comprendre surtout, donc de me comprendre par extension. Oui, parce que c'est un peu ce qui t'anime, toi, cette vibration par rapport aux gens, pour les aider, les soutenir, trouver des solutions, surtout sur le mental et tout. Donc l'hypnose, c'était presque une évidence. C'est ça, et puis c'est surtout pour aussi apprendre aux gens leur chemin de guérison. C'est-à-dire que l'hypnose, on dit qu'il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais finalement, moi, je ne fais pas d'hypnose. Les gens font l'hypnose. Moi, j'ai la technique. Oui. Mais tu vois, c'est leur chemin en fait à l'intérieur. C'est réapprendre aux gens en fait à redevenir autonomes, à savoir gérer leurs problématiques, à savoir se comprendre, se connaître. Donc l'hypnose avec toi, donc est-ce que tu la proposes ? Les gens viennent obligatoirement te voir pour faire une séance d'hypnose, pour régler des problèmes, ou ils le font, c'est toi qui la proposes ? Comment ça se passe ? Alors quand quelqu'un vient en consultation, on attend de discuter un petit peu ensemble pour voir ce qui est le plus adapté. Si ça va être de l'hypnose, si on va travailler sur le MDR, qui est une autre technique, on pourrait en reparler un jour, voilà, un peu différente, un peu plus neurologique, on va dire ça comme ça, mais qui s'en rapproche au niveau du cerveau. Ou est-ce qu'on va utiliser des outils de PNL qui sont finalement des outils d'hypnose, mais plus conversationnels, voilà, avec un peu plus de conscience présente, quoi. Ça dépendra de leur demande, en fait. D'accord. Et il y a des gens qui veulent que de l'hypnose, qui sont intéressés par ça dès le départ, ou alors c'est toi qui proposes ? Alors, il y a des gens qui viennent pour de l'hypnose, mais aussi parce qu'ils ont envie d'expérimenter l'hypnose, à un état un petit peu particulier ou un peu différent. Donc, ils viennent vraiment avec cette demande. Ouais. Donc, alors, c'est OK pour moi. Oui. Et donc, je sais que tu fais des formations, mais est-ce qu'il y a des gens qui font aussi des séances par groupe, ou c'est que des séances individuelles, l'hypnose ? Alors moi, je fais que de la séance individuelle.
Alors, éventuellement à deux, des fois quand c'est des couples qui viennent. Après, les séances collectives sont plus des séances d'hypnose dites spectacle pour certains. Donc moi, je ne pratique pas de cette manière. Après, il y a parfois des séances collectives, mais c'est uniquement pendant la formation où là, je vais proposer aux personnes de faire une séance collective pour qu'ils expérimentent avant d'apprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs ? Parce que ça, moi, par exemple, j'ai assisté à des séances, on va dire, dans des théâtres. Il n'y a pas très longtemps, j'avais assisté à une séance avec un écrivain célèbre qui est Bernard Werber, qui fait des séances d'hypnose. Et donc, il y a des gens qui tombent tout de suite en hypnose et d'autres, ça prend un temps fou. C'est pas pareil. Comment ça se passe là, alors, cette oui, différence ? alors on parle de réceptivité. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, on va dire au moins à 99%, sauf ceux qui ont un système émotionnel qui est coupé. Ouais. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais d'une manière différente, effectivement, et aussi selon la manière qu'ils ont, eux, de l'aborder. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont peur de perdre le contrôle, ce qui n'est pas le cas, mais il faut leur expliquer. En fait, l'hypnose, c'est avant tout de la pédagogie. Si on veut qu'il y ait le plus possible de personnes qui soient réceptives, il faut que ça soit très pédagogique. Il faut leur expliquer les chemins, comment ça marche. Alors maintenant, sur la réceptivité pure, quand tu dis il y a des gens qui tombent, etc., c'est vrai, on les retrouve en hypnose spectacle parfois. On dit 10-12% de la population qui est réceptif à ce point-là. Oui, pratiquement à 100%. C'est-à-dire que ça peut être très rapide. Attention, une précision, s'ils sont OK avec ça. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de « oui, ils n'ont plus le contrôle, ils font plus ce qu'ils veulent ». C'est pas tout à fait vrai quand même. Oui, mais même dans le spectacle, ils disent souvent... quand même, il y avait une limite dans leur tête. Il y a toujours une limite. Si tu demandes à quelqu'un, il sait qu'il est en train d'être en hypnose et une autre partie de lui est en train de le vivre. En fait, c'est comme la télévision. Quand tu regardes un film ou au ciné, que tu regardes un truc où tu es plein d'émotions, de peur, de joie, de tristesse, etc., ou de colère, tu vis ta colère. Ton cerveau déclenche des hormones, ocytocine, dopamine, etc., Pourtant, une autre partie de toi sait très bien que c'est qu'un film. C'est pas vrai qu'il y a des acteurs, etc. etc. Et donc, on est dissocié. Ça, c'est de l'hypnose. L'hypnose pure. Et tant mieux, un bon film, s'il n'est pas hypnotique, c'est pas un bon film. Exactement. Donc voilà. Ça va être une bonne hypnose aussi. Non, mais exactement. Et donc, c'est ça l'hypnose spectacle. Les gens le savent très bien. Si tu leur demandes de faire des choses qui sont ou contre nature ou dangereuses pour eux, ils ne le feront pas. Heureusement. Oui, heureusement. Je crois que c'est Mesmer qui avait fait cette expérience en disant à quelqu'un avec un pistolet qui n'était pas chargé, bien entendu, d'appuyer sur la détente. La personne ne l'a pas fait. Bah oui. Et c'était pour montrer, pour dire, voilà, bien sûr que personne ne va sauter d'un pont parce que... voilà. Mais quand ils sont dedans et que c'est des choses qui sont OK, alors là, effectivement, oui, ça peut être très loin. Ils se lâchent un peu. De temps en temps. Oui, et puis on voit quand on met quelqu'un entre deux chaises, voilà, c'est une réalité. C'est-à-dire que le corps va chercher toutes ses ressources à ce moment-là. Oui. Alors donc, comment ça se passe exactement une consultation ? Les gens arrivent en individuel, donc on parlait de consultation individuelle. Ouais. Est-ce que tu peux nous détailler une consultation en hypnose ? Ouais, alors on va d'abord discuter un petit peu de leurs problématiques. Alors là, je vais aussi adapter moi mes ressources, puisque j'utilise aussi une forme d'intuition, de ressenti, pour savoir ce qui peut être adapté ou comment fonctionnent les gens, quelles sont leurs ressources. Donc on va avoir une discussion qui permet de se mettre en confiance mutuelle. C'est important pour ça, de voir si la problématique, c'est vraiment celle pour laquelle ils viennent ou s'il y a quelque chose de sous-jacent. Voilà, qui arrive de temps en temps. Oui, très souvent, ouais. Derrière, on va discuter d'une éventuelle suite, c'est-à-dire comment ils veulent travailler les choses. Il y a des problématiques qui prennent du temps, je ne sais pas, la perte de poids ou des choses comme ça, ça peut être sur du plus long terme. Et puis, il y en a qui prennent qu'une seule séance. Donc, on va discuter ensemble. Je ne devrais pas le dire, mais bon, bien entendu, il y a une hypnose qui commence, mais celle qu'ils n'entendent pas, puisqu'on va commencer à préparer le cerveau à ce qui va venir après. Et puis, il y a l'hypnose à proprement parler qui... Alors là, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de la personne qu'on a en face de soi, en fait. Selon la personne que j'ai, je vais utiliser une hypnose différente, voire un mélange de différentes techniques d'hypnose. Donc, il y a une discussion qui s'engage, il y a quand même un process, quelque chose qui met la personne en condition, elle est allongée, comment ça se passe ? Alors, chez moi, elle n'est pas allongée. Je sais qu'il y en a qui le pratiquent allongée. On peut être sur un fauteuil très bien installé. Pour ma part, c'est un fauteuil où on est plutôt droit. Parce qu'en fait, on a, dans l'inconscient collectif, on a cette idée qu'il faut être détendu pour faire de l'hypnose. Alors que c'est pas du tout vrai, finalement. La preuve, si tu regardes un film qui te met en colère et qui te stresse,
tu es en état d'hypnose et pourtant tu es stressé et tu es tendu. Donc on peut être tendu en état d'hypnose. Donc c'est plutôt, non, moi c'est sur un fauteuil et puis on va, alors il y a des process que j'expliquerai moins que d'autres, mais dans l'idée effectivement c'est de commencer à préparer le cerveau à l'action au travers de gestuels, au travers de mots, au travers de différences de sons, de prononciation, enfin on va commencer à changer la voix, à modifier. Alors pas ce qu'on entend encore une fois, les trucs où je vais parler comme ça. Tout doucement. Dans l'inconscient collectif. Non, pour faire une bonne hypnose, il faut y mettre de l'émotion. Il faut amener la personne à vivre le truc. Il faut dire, tu vas voir, ça va être sympa, quoi. Et il faut l'emmener dans une histoire. Et souvent, on va raconter des histoires. Parce qu'en fait, on va parler à l'inconscient. Celui qui entend les histoires. Pas celui qui entend du direct. Sinon, tu te dirais, tiens, je suis guéri de ça, t'es guéri de ça. Non, là, il faut communiquer avec l'inconscient. Finalement, celui qui pose problème, mais celui qui sait aussi le résoudre. Donc souvent, c'est une histoire qui est racontée. Dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle des histoires imbriquées. Donc il y a d'autres histoires pour perdre un petit peu le mental, pour qu'il ne sache plus trop où il en est. Et en général, là, on peut avoir des états qui s'installent. Alors on a des gens qui, par contre, se relâchent effectivement en vrai. Ils vont presque tomber. Non, oui. On a d'autres qui restent très droits. Ou alors on a des micro-mouvements des bras, des yeux. On a des indicateurs que les gens sont dans l'état adapté. D'accord. Pour autant, ils entendent tout ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont conscients de l'environnement. Plus ou moins. Et on leur demande de revivre quelque chose. Comment ça se passe exactement? Parce que souvent on entend ça, on entend soit de revivre quelque chose, soit de se repositionner au niveau esprit, au niveau mental sur quelque chose. Comment ça se passe? Alors ça peut servir dans la mise en place de ressources, en tout cas dans ma pratique. C'est-à-dire que moi je fais de l'hypnose positive, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne fais pas revivre de trauma aux gens, je ne les fais pas retourner dans un truc. D'accord. C'est plutôt, on va remercier, on va aller en soi remercier toutes nos parties, nos intentions positives. On va aller faire un travail sur nos problématiques et surtout, on va se projeter dans un futur où le problème n'existe plus, quoi. Et c'est là, par contre, qu'on peut avoir accès à des moments où on a déjà vécu ces trucs-là, qu'on va transposer, qu'on va calquer sur un futur pour dire au cerveau, voilà ce que je veux retrouver. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui a peur en avion. Ouais. On va le reconditionner pour le futur avec quelque chose de positif quand il prend l'avion. Comment ça se passe? Alors, je prends cet exemple-là. Ouais, très bien. Tous les exemples sont OK. L'idée, c'est que la peur en elle-même est une amie. La peur, elle veut que tu sois en sécurité, en gros. Donc, si j'ai peur, c'est qu'il y a un truc qui me dit attention, il y a du danger. C'est avec cette partie qu'on va aller parler. D'accord, sur la partie danger. Ouais, sur la partie même qui veut me mettre en sécurité, ok. D'accord. C'est sympa de ta part de vouloir me mettre en sécurité, mais tu m'empêches d'aller aux Bahamas. Oui, exactement. Voilà. Donc t'es sympa, je te remercie, mais moi je veux faire ça. Et pour aller aux Bahamas, y a un moyen de transport, c'est l'avion. Donc viens avec moi, protège-moi, veille sur moi, mais permets-moi de faire ce truc-là. En gros, c'est un peu, moi, mon fonctionnement dans l'hypnose. D'accord. Voilà en quoi je dis que c'est positif. On ne rejette pas une partie de soi, aucune. On va reparler sur plein de sujets, mais aucune. Même nos addictions, même tout a une intention positive. Ok. Et à la fin, les gens, donc ils peuvent avoir une séance, 2 séances, 3 séances. Quand est-ce qu'ils savent ou comment vous savez quelque part que les choses sont peut-être pas réglées à 100%, mais une grande partie. Alors bon, l'idée c'est l'expérience elle-même, c'est-à-dire que si la personne doit reprendre l'avion, va savoir tout de suite si c'est fait ou pas. Alors les gens souvent sentent un petit peu le moment où ils se disent c'est ok, là je pense que ça y est, je suis autonome, je sais faire. Moi quand je pratique l'hypnose, j'apprends aux gens, je mets en place des ancrages en fait pour que les gens sachent refaire tout seuls de l'auto-hypnose. D'accord. L'idée c'est qu'ils réapprennent à reprendre ce chemin pour faire par eux-mêmes. Parce que on le connaît ce chemin, quand on est gamin, on fait tous de l'hypnose. Zorro, on est Zorro. C'est pas la peine que papa me dise que je suis pas Zorro. C'est pas vrai. J'ai une cape, j'ai mon cheval. Oui. Même si c'est pas vrai, j'y suis tellement. Je suis dans un film que je le vis. Et ça, c'est de l'hypnose. Puis après, on le perd parce que l'éducation, etc. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on perd ça. On devient trop adulte et on oublie de rêver. Et c'est donc de rêver sa vie finalement. L'idée, c'est de réapprendre aux gens à rêver leur vie et à dire au cerveau, amène-moi vers ce truc-là. Parce qu'on est créateur. Ça, je t'apprends rien de notre vie. Voilà. Est-ce que tu as des exemples? Là, j'ai pris l'exemple de l'avion, de la peur de l'avion, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a des exemples qui t'ont marqué, des choses inattendues ou des exemples plus traditionnels, je ne sais pas, que tu pourrais nous citer? Ouais, alors après, il y a les exemples classiques de différentes addictions, comme le tabac, comme
les addictions, l'alcool ou le chocolat ou le sucre, etc. Ouais. Alors Pour la l'alcool, perte de poids. je fais une petite parenthèse parce que moi, je le travaille uniquement si la personne est suivie par d'autres professionnels, puisque c'est un sujet où, Oui. voilà, là, c'est vraiment une aide en plus. Mais c'est trop, entre guillemets, médical, hein, parfois, pour que je sois tout seul là-dessus. Et sur le reste, ouais, on a les choses un peu plus classiques. Après, on a toutes les phobies. Parce qu'il y a l'avion, il y a la phobie de l'araignée, du serpent, bref, Oui. de la foule, de parler en public. Il y a tout Oui, type c'est vrai de que phobie. tout ce qui va être conférence, les gens qui veulent animer quelque chose, s'ils ont cette phobie de parler en public, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, voilà. Et en même le paradoxe, c'est qu'ils ont super envie et qu'il y a une partie d'eux qui dit bah non. Non, parce que. En fait, il faut aller écouter le parce que. Mhm. Pourquoi tu m'empêches d'y aller? C'est quoi le danger? C'est de quoi tu as peur pour moi? En fait, c'est une conversation entre soi et soi, l'hypnose. Finalement, le thérapeute, il emmène les parties à l'intérieur de la personne à discuter entre elles. C'est ça l'idée. Parce que les ressources sont en nous, finalement. Pas dans le mec qui fait de l'hypnose. Et donc ça, c'est plutôt classique, les phobies, les choses comme Ouais. ça. Est-ce qu'on règle d'autres sujets Alors après, il y a tout ce qui est traumatique, c'est-à-dire des gens qui ont eu un accident et qui vont plus reprendre la bagnole. Il y a aussi les problèmes qui n'en sont pas réellement, c'est-à-dire c'est les gens qui imaginent qu'ils vont avoir des problèmes et qui ont déjà peur d'avance de oui. comment ça va se passer telle chose. Des gens qui sont très très dans le mental et qui se font des scénarios un peu catastrophes de tout, donc qui ont perdu confiance en eux. Donc on va travailler sur la reprise de confiance en soi, sur toutes les ressources finalement qu'on peut avoir en nous. On va travailler sur... finalement, c'est souvent une forme de coaching. C'est-à-dire que les gens, ils sauraient faire, mais ils ont besoin d'être accompagnés même dans le sport. Hein, on va aider les gens, on va multiplier les chances de réussite aussi en faisant de l'hypnose en plus du sport. Tous les grands sportifs font de l'hypnose, ont des séances programmées d'hypnose. Donc en fait, de futurisation de leur réussite. En gros, c'est un peu l'idée. Hein. Ils se voient, ils s'imaginent, ils sont déjà sur le podium. C'est ça l'hypnose, c'est de vivre déjà le truc comme si c'était fait. Oui, il y a une sorte de préparer son avenir en y pensant. Et en fait, c'est comme une intention qui est très, très présente. C'est ça. Et les techniques d'hypnose activent des zones du cerveau qui font croire au cerveau que c'est déjà vrai. D'accord. Ok. Et voilà. Ouais, c'est impressionnant. Et est-ce qu'il y a On commence à quel âge? Des enfants peuvent être sur certains sujets quand ils sont nerveux, s'ils sont très actifs, par exemple. On peut faire une séance Très pour tôt. les aider. Très tôt. Alors après, il y a c'est adapté à l'enfant, hein, bien sûr. On ne lui parle pas comme à un adulte, on est d'accord. Parfois, on n'a pas besoin de mots. On fait aussi de l'hypnose par les gestes, par le son, par l'intention, en fait. Hein, c'est-à-dire par le fait que le mimétisme, etc. Donc, on peut commencer très tôt. Bon, bien sûr, il y a des limites. Il faut quand même qu'il y ait un système assez élaboré. Sinon, on pratique plus du magnétisme ou les trucs qui calment un peu le système nerveux. Mais ouais, raisonnablement, on peut commencer... à 5-6 ans, on peut commencer déjà à faire de l'hypnose. Ouais. Est-ce que tu fais je voulais venir aux formations, aux ateliers, etc. Là, on a parlé de l'individu, on parle de consultation individuelle, etc. Mais je sais que tu fais aussi des formations, des ateliers. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Oui, bien sûr. Alors les ateliers, c'est des ateliers qui sont plutôt courts, c'est des ateliers d'auto-hypnose en fait. C'est pour apprendre aux gens à se mettre dans un état adapté pour se programmer pour leur futur. Voilà. Gérer eux-mêmes leurs problématiques. Que ça soit, parce qu'on tout à l'heure je donnais quelques exemples, même pour le sommeil par exemple, qui sont des problématiques physiologiques, ça fonctionne aussi. Alors attention, quand je dis ça fonctionne, rien n'est magique. Hein. Parfois, si on avait 100% de résultats, on le saurait. Mais voilà, en tout cas, c'est réapprendre aux gens à se programmer eux-mêmes. Quelle est leur problématique? Et ils apprennent à se mettre dans un état particulier. Donc ça, c'est des ateliers qui sont en général plutôt d'une demi-journée. Je trouve que c'est assez rapide. Bon, il n'y a pas d'explication à donner, il y a de l'expérience à faire. Les gens Donc là, il y a combien de personnes? 6, 7, 8 personnes? Ouais, c'est ça, 8 personnes. Ouais, d'accord, sur des demi-journées. Ouais. Donc on va leur apprendre surtout de l'auto-hypnose. C'est ça. Comment faire pour se mettre dans un état adapté, qui n'est pas de la relaxation. Hein. Encore une fois, c'est important. Hein. Oui. Parce que là, il y a même des techniques d'auto-hypnose qui se font dans la tension, exprès par exemple. Pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, on va plutôt les mettre dans la tension. D'accord, donc oui, c'est pas du lâcher prise, c'est pas on va pas être dans le repos là. Non, parce que pour rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu as des gens qui sont dans une forme de contrôle, ils viennent mais ils se disent ouais mais moi je veux pas y arriver par exemple, parce que je sais pas me détendre. Bah, ça tombe bien, il n'y a pas besoin de se détendre. Alors comme Milton Erickson le faisait, on va dire aux gens tendez-vous de plus en plus, par exemple un bras, ou jusqu'à temps qu'ils en puissent plus et qu'ils arrêtent en fait. Et quand ils arrêtent, ils donnent un message à leur corps, en fait je sais me relâcher quoi.
C'est inconscient, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font ça. Et donc voilà, des fois, en passant par l'attention, on va se relâcher. C'est aussi des techniques de kiné, hein, souvent qui font ça pour relâcher. Donc il y a différentes techniques en fait dans une demi-journée pour que chacun trouve la sienne. D'accord. En gros, voilà, on expérimente. Bon, celle-là marche mieux pour moi, je garde celle-là, etc. Et les gens repartent en sachant faire. Alors, la dernière partie, c'est la formation. Ouais. Tu donnes des formations en hypnose. Alors là, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que ça va apporter aux thérapeutes de se former à l'hypnose? Alors, moi, je donne des formations qui se font sur, en fait, 3 mois. Mhm. Et donc, en fait, il y a 4 jours sur un mois, 4 jours sur un autre, et 2 jours sur le dernier. Donc, c'est D'accord. sur 10 jours. Mhm. L'idée, c'est... Alors, j'appelle ça de l'hypnose intuitive. C'est-à-dire qu'on apprend des outils d'hypnose jusqu'à temps qu'on les oublie pour pratiquer avec ce qu'on est. D'accord. Ça mélange de l'hypnose, bien entendu, pour pouvoir pratiquer, et l'intuition pour savoir s'écouter. Donc, alors après, on peut apprendre l'hypnose toute sa vie et se dire j'ai encore à apprendre avant de pratiquer. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il faut des formations plus longues. Enfin, oui, certainement. Donc peut-être que tout le monde ne sera pas adapté aux formations courtes, mais je pense qu'avec de la pratique, ça se fait très bien. Si les gens sont dans l'humain, dans l'envie d'aider l'autre, c'est complètement OK. Alors 4 jours et 2 jours, c'est pour avoir le temps de pratiquer entre les deux en fait. On prend des choses sur 4 jours, on pratique jusqu'au mois suivant. Donc ça, c'est l'intérêt de chacun de le faire entre les sessions, on va dire ça comme ça. Et après, il y a 4 jours encore pour confirmer les choses. Voilà. Et après, il y a des ensuite outils 2 jours. supplémentaires, etc. Donc on apprend graduellement en fait. Ces formations, elles sont de combien de personnes? 8 à 10. Et donc, tu les reçois dans ta salle de formation qui se trouve à Marsan. Exactement. D'accord. Et c'est sur place, les gens peuvent trouver du logement? Alors, il y a du logement. Alors, bon, après, autour de chez nous, il y a éventuellement des Airbnb, des choses comme ça. Même dans notre rue, il y en a. Dans notre petite rue de village, il y en a même. Voilà, sur place, dans la pièce elle-même, il y a une petite cuisine. Hein, si les gens veulent amener à manger pour le midi. Souvent, d'ailleurs, on partage, on échange aussi le midi. Il y a tout ce qu'il faut en commodité sur place, quoi. Oui, donc c'est une véritable formation pour devenir hypnothérapeute. Ouais. Avec une forme intuitive, etc. Donc, c'est ça. Comme tu l'expliquais. Exactement. Donc, ils repartent avec un certificat, un diplôme? Ah oui, ils repartent avec un certificat. Aujourd'hui, on sait que, quelles que soient les formations qu'on fait autour de ça, bon, les certificats ont la valeur qu'on veut leur donner. Mais oui, parce que c'est important de dire, je l'ai fait, ce truc-là, je l'ai pratiqué, j'ai été reçu parce que j'ai bien bossé. Donc, c'est une vraie valorisation, au moins personnelle. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur l'hypnose d'une façon générale? C'est une passion? Qu'est-ce qui t'anime autour de l'hypnose? Parce qu'on a beaucoup parlé là, de l'individu autour de ça, mais toi-même? Alors moi, alors oui, moi ça me passionne parce que au-delà de l'hypnose, le fonctionnement du cerveau, de comment ça marche dans nos schémas mentaux, nos schémas émotionnels et nos chemins aussi neuronaux, etc. dans le cerveau. Donc je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences parce que j'aime aussi savoir comment ça marche, ce que je fais. Je trouve ça intéressant. Bon, ça marche, ok, mais tiens, c'est quoi le système? Et puis mieux on connaît un système, plus on peut s'en servir aisément. Et puis c'est tout ce qui touche à l'humain, quoi, à la psychologie, à la façon que les gens ont de voir la vie, mais surtout à la façon différente qu'ils ont de la voir. Donc pouvoir se retrouver dans l'autre. En fait, l'hypnose, elle est faite à partir de la personne qui vient. C'est selon ses ressentis, selon son fonctionnement. Moi, je m'adapte. Je lui demande pas de s'adapter à ce que je fais moi. C'est l'inverse qui se produit. C'est ça l'idée même de la formation, d'ailleurs, c'est de dire aux gens, ce que vous devez faire en premier, c'est vous adapter à la personne qui est en face. Qu'il l'accompagne, pas l'inverse, quoi. Très intéressant tout ça. Je crois que tu es sur pratiquement tu vas nous mettre en place tu vas nous écrire un livre, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, qui s'appelle, si je me souviens bien, Ferme ta boucle, avec un titre un peu particulier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce livre? Je peux, ouais. Alors c'est sur la même, de toute façon, veine de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire c'est aussi cette passion des différents outils que j'ai appris, que je propose aux gens en individuel et en atelier. Et souvent ça demande un peu plus de temps et je suis un peu frustré, donc là j'ai écrit un manuel pratique, hein. C'est pas un gros livre, au contraire, c'est un manuel pratique sur lequel il y a des outils que vous testez, que vous utilisez, qui fonctionnent. Au fur et à mesure où on avance dans le livre, on comprend comment ça marche au niveau de notre mental et de la relation qu'on a avec l'émotionnel. En gros, les histoires qu'on se raconte qui nous font du mal, du futur ou du passé, qu'on se ressasse, on apprend à fermer ces boucles. D'où le titre, Ferme ta boucle.
Donc ce livre, il va bientôt être disponible d'ici un mois ou deux. C'est Et ça. donc, il sera disponible, je pense, sur les plateformes d'auto-édition. Ouais, Donc, fait, ouais. on aura le plaisir. Et au moment de la sortie du livre, je pense que je partagerai sur mon réseau et sur l'éveil intérieur, bien sûr, la sortie de ton livre. Eh ben, écoute, c'est très gentil. Grégory, quand même, on va finir par l'idée de contact. Comment on te contacte? Quel site tu as? Comment on fait pour prendre rendez-vous ou pour faire une formation avec Grégory Perrin? Eh ben, écoute, on va sur mon Facebook, Grégory Perrin. On va me retrouver à Marzan, donc c'est assez facile. Et puis, il y a tous ceux qui sont associés, Instagram, hein, il y a les liens qui sont ensemble. Maintenant, je ne vais pas apprendre aux gens à faire ça. Je ne sais pas forcément le faire moi-même. Alors bon, Et puis, sur mon site internet qui s'appelle hypnose-stories, STORIES.fr. Ou alors, on tape Grégory Perrin Marzan. Oui, là, on va trouver sur Internet très facilement sur Google. Vous pouvez taper Grégory Perrin et vous allez le retrouver avec tout ce qu'il propose en formation, en atelier, en activité, en thérapie douce, que ce soit en chamanisme, que ce soit en intuition et que ce soit en hypnose. On te retrouve avec toutes ces activités-là. C'est ça. Donc, vous tapez tout simplement Grégory Perrin. En tout cas, merci Grégory. Merci à toi, Patrick. À bientôt de vous retrouver sur la chaîne L'Éveil intérieur. À bientôt.